9h, 11h, Europe 1 Culture Média. François Claus. Et c'est l'heure, François, de l'info média du jour avec au programme la guerre des plateformes vidéo. Alors oui, on va résumer les épisodes précédents. Il fut un temps très lointain, la télé de papa, où il y avait quelques chaînes de télé. On choisissait, puis est arrivé la TNT, beaucoup plus de chaînes de télé, puis est arrivé le numérique, et avec le numérique, la possibilité de rediffuser, est arrivé Canal Play, la VOD, et dans tout ça, on a vu apparaître un petit opérateur, tout le monde rigolait au début, qui proposait de louer finalement des vidéos. Tout le monde a dit, ok, prends mes vidéos, puis va les louer aux gens que tu veux. Ça s'appelait Netflix, et c'est devenu un véritable carton mondial. Netflix aujourd'hui présent avec 160 millions d'abonnés dans 190 pays, 6 millions d'abonnés en France, et là les autres se sont dit, mais tiens, il y a un marché absolument extraordinaire, et arrive progressivement Amazon, OCS, Canal Play, Apple TV, Disney+, bref, une offre absolument pléthorique. Est-ce que l'on doit, avec ces plateformes de streaming, s'inquiéter de cette offre? Est-ce qu'elle va complètement bouleverser le paysage? Au contraire, est-ce que c'est une chance formidable pour regarder de manière différente la télé et de découvrir de nouveaux programmes? Ce sont ces questions que nous allons vous poser et apporter quelques réponses, on l'espère pour vous, chers auditeurs, avec Caroline Bonacossa. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de la télé ou à la revue Stratégie et des plateformes. Il y a un enjeu économique très fort. Et puis, il était avec nous il y a un instant. Il est resté en studio. Cyril Lacarrière de l'Opinion pour essayer de répondre à toutes ces questions. Caroline Bonacossa, la première qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde? En fait, on était jusque-là sur un marché qui était totalement dominé, vous le disiez, par Netflix. Il faut savoir que 80% des écoutes, des gens qui regardent dans le monde une plateforme regardent Netflix. Donc, on est quand même dans une période de libéralisme, c'est sidérant. Donc, effectivement, tous les grands médias du monde ont envie aussi de se positionner, tout simplement parce qu'il y a du business. Et je pense qu'il faut voir dans cette concurrence, un challenge un peu sain, et j'imagine, et je pense aussi, j'en suis convaincue, quelque chose de très positif pour le téléspectateur, parce qu'au fond, l'offre se développe. C'est une offre qui se fait sur la qualité, parce que le téléspectateur paye, donc, et il a le choix de se désabonner dans le mois. S'il n'a pas les séries qui lui plaisent, il switch, et en quelques jours, il change de plateforme. Donc là, pour le coup, il y a un gros challenge pour toutes ces plateformes, pour proposer de la qualité, et puis effectivement une difficulté pour Netflix de garder son rôle de leader. Alors il y a Cyril Lacarrière. Oui, vous vouliez rebondir, Cyril? Ce qui est intéressant, c'est que ça a bouleversé par exemple le modèle de Canal+, où à l'époque quand on s'abonnait, on devait s'abonner pendant un an, et on ne pouvait pas, on était liés pendant un an. C'est même compliqué au bout d'un an, parce qu'on ne pensait pas un mois avant ce qui a peut-être fait que Canal+ s'est un peu endormi, reposé sur ses lauriers, alors que là, les plateformes, avec cette obligation de devoir garder leurs abonnés tous les mois, sont obligés de leur fournir des contenus, alors suffisamment de contenus, mais aussi des contenus de qualité suffisamment forts, plutôt pour les faire rester, plutôt que d'aller essayer Canal Play, Amazon, Disney bientôt, etc. Ça oblige à une concurrence de plus en plus féroce, en fait. Alors, c'est une libéralisation totalement du marché, effectivement, de la production. On voit bien, Caroline Bonacossa, que cette guerre, elle se joue dans deux domaines. Grosso modo, le prix. On va de 4,99 à 9,99 par mois, suivant les offres, grosso modo, et le contenu. C'est-à-dire, une fois qu'on s'abonne à OCS, qu'est-ce qu'on a sur sa plateforme? Quand on s'abonne à Netflix, qu'est-ce qu'on a? Si on doit aujourd'hui faire un petit panorama, qu'est-ce qui caractérise chacune de ces différentes plateformes? Mais en fait, effectivement, vous disiez, les offres, elles vont même globalement de 5 € à 15 €, et même le Canal+ série maintenant, avec la possibilité d'avoir Netflix et Disney+, on sera sur 35 €, je crois. 35 € pour les trois. Voilà, donc c'est quand même un gros portefeuille. Donc effectivement, d'un point de vue financier, il y a une offre qui est accessible au moindre ado qui peut passer effectivement son argent de poche dans la plateforme, jusqu'à un foyer aisé qui peut se permettre d'avoir 1, 2, 3 abonnements. Par ailleurs, effectivement, la concurrence entre ces différentes plateformes, au début, elle est partie en fait du catalogue Netflix, puisqu'ils étaient seuls, donc c'est-à-dire des films, souvent déjà un peu
éculé, puisque à cause de la chronologie des médias, de toute façon, en France, ils n'ont pas la possibilité de diffuser les derniers films, c'est-à-dire même des films qui sont sortis en salle depuis moins de 30 mois. Et puis des séries. Alors des séries achetées et des séries produites. Et puis peu à peu, effectivement, la concurrence venant, et notamment là, la grosse concurrence de Disney, qui est un mastodonte c'est un catalogue de 620 films, c'est Marvel, c'est Pixar qui arrive là sur toutes les télés. Ce sont des chaînes de télé, ce sont des documentaires, enfin c'est quand vous voyez que par exemple les meilleurs films sortis au cinéma aux États-Unis, sur les 10 plus gros cartons de l'année aux États-Unis, 8 ont été produits par globalement l'entreprise mastodonte Disney, donc c'est énorme. Donc les films, les séries, et maintenant ça se développe au fur et à mesure au sport, puisque Disney aussi, via les chaînes ESPN, est un énorme pourvoyeur de sport à la télé. Alors plus du sport archivé que du sport en direct, mais oui, mais ça va se développer basket, parce que voilà, exactement, avec HBO Max qui va se développer et qui va être une nouvelle offre qui va avoir lieu aux États-Unis. Il y aura la possibilité d'avoir la NBA. Et puis il y a maintenant aussi les plateformes pour enfants, parce que voilà, dans une famille, pour prendre un abonnement, on a intérêt à aussi fidéliser les enfants. Cyril Lacarrière. Ce qui est intéressant, c'est que Netflix s'est positionné comme une plateforme, j'allais dire grand public au fond. Tous azimuts, voilà, elle doit répondre un peu à tout le monde, pouvoir fournir des contenus aux enfants, aux ados, beaucoup les ados, hein, il les vise beaucoup, et les familles. Là après, on trouve des offres un peu plus de niche, niche étant entre guillemets Disney. Alors ça, là aussi c'est très famille. On a HBO via le bouquet OCS d'Orange, où c'est des séries plus haut de gamme, peut-être plus exigeantes, voilà, que ce que peut faire Netflix. On peut trouver un peu de chacun pourra trouver. Chacun cherchera son chat et le trouvera ou pas sur une des plateformes. Ben vous le saurez dans un instant, là où il faut aller pour trouver quoi. Oui, comme on a vu. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média, François Claus. C'est officiel, la guerre du streaming est déclarée, une véritable bataille que se livrent les plateformes vidéo, et on en parle ce matin dans l'infomédia du jour. François, avec vos invités, Caroline Bonacossa, journaliste média stratégie, et Cyril Lacarrière, je connais bien pourtant, journaliste média l'opinion. Cyril Lacarrière, on évoquait l'identité finalement que chacune de ces plateformes cherche à avoir pour attirer le chaland. Netflix, très généraliste, vous le disiez, puisqu'ils avaient le premier catalogue, ils ont les premiers à avoir eu l'idée, et maintenant chacun se positionne ou avec son fonds de commerce, ou avec un marketing particulier. Oui, voilà, donc on a bien compris que Disney allait vouloir s'adresser à la famille. Son offre est pas très chère d'ailleurs, hein, on va être autour de 6-7 euros en France, et donc Disney, c'est évidemment tous les grands dessins animés emblématiques, c'est aussi les films Marvel, les super-héros, ce sont les dessins animés d'animation Pixar, enfin ça va être Star Wars. Famille, évidemment Star Wars, vous avez raison, dont le nouvel épisode est sorti il y a quelques semaines. Et qui va donner lieu à une série au moment de l'arrivée précisément de Disney. Une série qui s'appelle The Mandalorian, qui cartonne aux États-Unis, qui a très bonne critique. Il va falloir voir comment c'est accueilli en France. Il y aura une saison 2 déjà annoncée à l'automne prochain. On voit bien que c'est cette série qui a déjà tiré Disney a tiré les clients vers Disney+, l'offre de Disney. Et puis il va falloir Disney voir qui s'est lancé, petite parenthèse sur Disney, quand même le 15 novembre dernier, enfin la mi-novembre ou le 12 novembre dernier. En quelques heures, c'est déjà 15 millions d'abonnés, et ils visent, Caroline Bonacossa, un chiffre absolument démentiel. Alors, c'est peut-être pour rassurer la bourse 60 aussi. à 90 millions d'abonnés d'ici 2024. Voilà. Et sachant que, vu les chiffres qu'ils ont pour l'instant, ça risque d'être mieux, parce qu'en fait, a priori, on aurait déjà dépassé le cap des 20 millions d'abonnés à Disney+. Donc, on est un mois et demi après son lancement. C'est incroyable. Donc ça arrive en France. On sera autour de 6 euros si on veut prendre Disney seul par mois, et éventuellement dans une offre couplée avec Canal, qu'on évoquait tout à l'heure, une offre à 35 euros qui aura Canal plus Disney plus Netflix. Ce sera le 31 mars, juste pour que tout le monde le sache. Voilà pour Disney. Et puis il y a Amazon. Ce qui est intéressant, c'est de savoir ce que va faire Amazon après des débuts franchement chaotiques en France sur la vidéo. Ils ont fait une série française qui s'appelle Dutch Leland, qui a été plutôt une catastrophe et qui d'ailleurs n'est pas renouvelée pour une saison 2. Et en revanche, ils viennent de faire une série d'annonces avec la production de 2 séries, d'un documentaire sur le rappeur Orelsan et de 2 jeux, une adaptation d'un format anglais et une création originale. Donc là, on voit qu'Amazon, dont la vidéo et les contenus n'est absolument pas le fonds de commerce, hein, c'est un site de vente en ligne, voilà, qui fait beaucoup d'autres choses. Quitte à vendre en ligne, vendons aussi des images en ligne. Ils vendent de la vidéo, ils vendent de la musique, et il va falloir voir comment sont accueillis ces séries, ces jeux, et parce que Amazon, ne l'oubliez pas, a également acheté des droits de Roland Garros. Là, on voit une vraie diversification de la part de l'entreprise de Jeff Bezos.
de la série, du documentaire, des jeux et même du sport. Et c'est là, on voit qu'une stratégie est complètement différente. On va en parler dans un instant parce qu'on va voir les conséquences évidemment de ces plateformes sur la consommation télé et sur le marché global de la télé. Caroline Monaco. Une petite touche pour Amazon quand même. Moi, je note qu'avec The Marvelous Mrs. Maisel et Fleabag, Amazon c'était deux aussi séries très féministes, exactement. Et c'était une manière d'attirer ce qu'on appelle peut-être en France les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Voilà, le marketing. Voilà. Absolument, oui, ça fait. Donc, nous étions sur Disney, nous étions sur Amazon, et arrive également Apple TV dans ce marché et OCS également. Alors OCS, disons que OCS c'est le bouquet d'Orange, ils sont installés depuis assez longtemps en France maintenant, il y a 2,5 millions, 3 millions d'abonnés aujourd'hui à cette offre-là. Avec un bon fonds de commerce en termes de séries. Avec un bon fonds de commerce parce qu'ils ont un deal avec HBO. HBO c'est la grande chaîne câblée aux États-Unis qui produit les Game of Thrones notamment, qu'on connaît pour ça. L'emblématique série. Absolument, et qui là aujourd'hui est portée. Ils doivent trouver les nouvelles, il y aura des nouvelles séries autour de l'univers de Game of Thrones. Il va falloir voir comment HBO c'est aussi La Servante écarlate, Tchernobyl. Oui, sur OCS absolument, c'est Tchernobyl. Je disais HBO, ce sont deux autres différentes, mais sur OCS effectivement, on peut voir Med Stay, La Servante écarlate, vous avez raison, la mini-série Tchernobyl. Et donc on voit bien qu'avec cette offre-là, Orange a trouvé un véritable ressort, mais de manière assez étonnante. Je trouve qu'elle est plutôt mal vendue cette offre en France, on en entend assez peu parler et Orange finalement la met assez peu en avant alors qu'il y a un catalogue assez exceptionnel. On est à 7,99 par mois là pour je crois que c'est plutôt une dizaine d'euros. Oui, 12-13 euros il me semble. 9,99 pour 3 utilisateurs. 9,99 pour 3 utilisateurs. Et alors dans ce qui arrive quand même sur OCS, il y aura The Undoing qui est la série avec Nicole Kidman et Hugh Grant qui s'annonce comme une série intéressante. Et puis via HBO, donc puisque OCS a l'exclusivité d'HBO en France, il y a aussi un accord avec J.J. Abrams, qui est le grand showrunner américain, donc qui va produire pour OCS. Alors si on continue, le catalogue, pour HBO, donc visible sur OCS. Sur OCS et Apple TV. Alors c'est la carrière. Apple TV+, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est Apple TV+? C'est une bonne question à laquelle j'ai un peu de mal moi-même à répondre. On voit bien qu'il tâtonne sur le monde de la création des contenus audiovisuels. Il y a une série qui a aujourd'hui fait un peu, qui fait parler d'elle, c'est The Morning Show avec Jennifer Aniston, l'ancienne star de Friends, et Reese Witherspoon et Steve Carell, ce qui se passe dans le monde de la télé, d'une émission matinale où les rivalités sont exacerbées. Bon, il y a ça qui porte, paraît-il. C'est une rumeur. Mais au-delà de cette série, on attend de voir quelle va être la patte d'Apple, parce que là aussi, comme Amazon, on en parlait tout à l'heure, clairement, les contenus vidéo ne sont pas le véritable modèle économique d'Apple. Apple, on vend des téléphones, on vend des ordinateurs. Support, mais à un moment donné, ils se disent, si on a le support, nourrir. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas le nourrir, nous, avec nos propres productions ? Ils ont besoin de services, voilà. Et tenir en fait toute la chaîne. Question quand même dans ce panorama global qui arrive, et les Français. Puisqu'on annonce la fameuse plateforme Salto qui va regrouper TF1, France 2, M6, pas Canal, qui sera à part. Est-ce qu'ils ont vraiment une place pour exister, Caroline Monaco? Oui, d'autant plus qu'on le sait, en fait, ce sont les fictions françaises qui font les plus belles audiences de la télévision française. Donc de ce point de vue-là, Salto a un boulevard devant elle, avec une alliance qui est quand même inédite, il faut le dire. France Télévisions, M6 et TF1, tous les trois gros groupes français qui s'unissent. Quel est le calendrier d'ailleurs pour Salto? Alors, c'est pour le premier trimestre 2020, avec un investissement des trois, ils sont engagés à verser 135 millions d'euros pour de la création exclusive pour la plateforme. Donc c'est intéressant parce que au début il y a un modèle qui sont... Et là ça veut dire pour le téléspectateur, même si la TF1, France 2 ou M6, de s'abonner en plus à cette plateforme pour avoir des productions. Il y aurait une version gratuite et une version payante, mais je crois que c'est ce que j'avais en tête. Mais je crois que les annonces officielles n'ont pas encore eu lieu. Mais en tous les cas, un petit montant. On était entre 2 et 8 euros et donc peut-être en fait ce serait le replay qui serait là accessible gratuitement. Oui, si on n'a pas pu voir Capitaine Marlowe le bonjour à la bonne heure, on l'a quand on veut. Il y a toute une bataille là justement parce que notamment Delphine Ernotte insistait beaucoup pour qu'il y ait du contenu exclusif et que ce ne soit pas que juste un catalogue de replay ou de choses qui sont mal indexées, qui soient visibles sur Salto. En fait, Salto veut s'inspirer de ce qui se fait aux États-Unis. Il y a une plateforme qui s'appelle Hulu où justement est proposée La Servante écarlate Med Stay dont on parlait tout à l'heure. Hulu, il y a deux offres. La première, effectivement,
effectivement entrée de gamme à quelques dollars avec de la publicité. On pourrait très bien retrouver ça sur Salto, et une offre plus importante, un montant plus important, là cette fois sans publicité, avec certainement là des contenus exclusifs. Donc il faudra voir comment s'articule l'offre commerciale de Salto. On aura en savoir plus dans les prochaines semaines. Dernière question pour faire le panorama total avant de venir aux conséquences de ce nouveau marché qui arrive. Canal+, qui produit ses propres séries, et quelle série, hein, de Versailles à Baron Noir, Bureau des légendes qui va arriver avec sa nouvelle saison au mois d'avril. Canal+, passe des accords et va finalement devenir une sorte de... Alors quel est le terme technique employé ? Agrégateur de contenu, c'est ce qu'on dit, Caroline Bonaccossa. C'est une stratégie extrêmement intéressante de la part de Canal+, qui voit bien que dans cette guerre, il y a une guerre qui est quand même un peu inégale, c'est vrai. On a d'un côté un monstre mondial avec des moyens énormes, et puis avec 15 milliards, je crois, d'investis dans la production, Netflix. Et puis de deux côtés, on a effectivement des champions nationaux, donc c'est difficile. Et effectivement, Canal, s'il continue à faire des séries, et je pense par exemple cette année au Sauvage, qui a été très bien vu, se concentre aussi sur une offre pour les téléspectateurs français, en ayant passé un contrat avec Netflix et là avec Disney+. Et donc maintenant, pour avoir accès à Disney+, à partir du 31 mars, via les box, il faudra forcément avoir négocié avec Canal+, y compris pour les concurrents de Canal+, que peuvent être SFR, on ne pourra pas aller voir Free. Disney seul. Si soit vous pourrez télécharger l'appli Disney, mais si vous voulez la voir via vos box, vous devrez passer par Canal+. Et donc ça veut dire aussi que les concurrents de Canal+, donc Free, SFR et toutes les autres box, vont devoir négocier avec Canal+, pour pouvoir éventuellement proposer des packs à leurs téléspectateurs. Conséquence directe, Cyril Lacarrière, est-ce que ce que j'appelais la télévision de papa, enfin de la mienne, grosso modo, elle a encore un avenir aujourd'hui? Oui, elle a de l'avenir. Regardez, ça fonctionne encore très bien. C'est vrai que du temps de part de marché, s'effrite pour ces acteurs historiques. Mais certains disent qu'on passera de 90% pour la télé classique à 20% du marché à peu près. Et que les 80% sont tenus par les plateformes. L'échéance est difficile à établir au fond. On sent bien que c'est un modèle qui est en train d'être bouleversé, mais ces acteurs quand même s'adaptent. Ils ont mis du temps à réagir, mais le projet Salto montre quand même qu'il y a une volonté aujourd'hui et une prise de conscience de la part des dirigeants français, en tout cas de l'audiovisuel français, pour essayer de s'allier plutôt que se faire concurrence. C'est sûr que si tout le monde se fait concurrence, ça ne marchera pas et ils se feront à terme dévorer. En faisant des alliances, on peut réussir à trouver sa place. Et puis la télé, oui, à la papa pour reprendre, ça peut continuer encore à fonctionner grâce à des grandes marques. Regardez Masked Singer qui a très bien marché, ou regardez la série Le Bazar de la Charité sur TF1 qui a été un énorme carton. Et au passage, il y a un deal là entre TF1 et Netflix et on a trouvé un accord gagnant-gagnant. Accord gagnant pour TF1 parce que ça permet de faire entrer un acteur américain qui vous donne aussi des moyens un peu supplémentaires, donc c'est-à-dire de réduire la facture pour TF1. Et puis à Netflix, ça lui permet d'avoir une série française haut de gamme à proposer à ses abonnés du monde entier. Donc il faut que chacun arrive à trouver de nouvelles solutions, de nouvelles manières de se faire entendre. Parce que c'est à la fois une bataille nationale, on l'a compris, et évidemment une bataille mondiale, et se pose au moment où la loi de l'audiovisuel a été adoptée en Conseil des ministres là, au début du mois de décembre et sera discutée au Parlement dans le courant de l'année. Caroline Bonaccossa, une bataille des créateurs français pour maintenir leur existence dans ce panorama mondialisé. Oui, parce que là, le challenge, c'est d'obliger ces plateformes mondiales à participer et à financer la création française. Là, forcément, il y a un levier, c'est très important. Mais moi, je crois qu'il faut vraiment voir tout l'avantage qu'il y a pour le téléspectateur, parce qu'au fond, ces luttes entre acteurs, qu'est-ce que ça fait? Ça pousse quand même la télévision vers plus de qualité. Et d'ailleurs, là, quand on voit l'analyse des audiences de 2019, on se rend compte qu'il y a quand même 72,2% des Français qui continuent à regarder la télé tous les jours, plus de 3 heures par jour, donc ça était linéaire, j'entends. Donc ça reste encore extrêmement important. Oui, parce que si on ajoute l'audience sur les tablettes des adolescents qui passent en moyenne, et malheureusement avec des conséquences sur le cerveau, parfois plus de 5 heures par jour devant un écran, si on ajoute ce marché, c'est colossal. Oui, donc la télé reste de toute façon très, très puissante, et après il faut espérer qu'effectivement tout
toute cette offre et cette concurrence, et c'est ce qui se passe quand même, je trouve, augmente la qualité de la télé. Oui, qu'on n'aille pas vers des produits standardisés, c'est-à-dire que ce soit uniquement le producteur qui est, comme disent les Français, le final cut, que les créateurs puissent continuer à s'exprimer dans cet environnement. Netflix, parce que Netflix, quand il produit une série, il la produit pour le monde entier. Du coup, il ne peut pas y avoir dedans des éléments qui vont poser problème dans tel ou tel pays où les mœurs sont différents. Donc, c'est là où va se poser une grande question, en fait, au fond, une bataille culturelle. Que mène déjà la Société des réalisateurs français. On entendait Pierre Jolivet sur Antenne d'Europe 1 ce week-end, qui monte au créneau pour défendre la liberté du créateur dans cet ensemble. Et là-dessus, c'est vrai qu'au fond, Netflix, c'est quand ils produisent une série, c'est eux qui ont la main. Je sais que les producteurs aiment dire partout qu'ils sont totalement libres et qu'ils travaillent complètement comme ils l'entendent. Quand même, à la fin, Netflix met son nez et dit ça, il faut l'enlever parce que certains ça pose diront problème. que la Casa del Papel version espagnole première saison était meilleure que la Casa del Papel mondialisée version saison 2 de Netflix. Mais Netflix a quand même compris qu'il fallait vraiment faire des productions à la sauce nationale, si j'ose dire. Et d'ailleurs, Netflix s'installe en janvier à Paris, dans le 9e arrondissement, avec a priori à terme, d'ici un an, une centaine de personnes qui vont travailler des auteurs, des réalisateurs. Voilà, exactement, des chargés de production. Français. Et pour travailler sur des produits français. Donc là, pour le coup, ça peut être un beau dynamisme pour l'audiovisuel français. À suivre cette année 2020 qui va être passionnante dans le monde, vous l'avez compris, de cette création foisonnante et de cet enjeu économique colossal que représentent les plateformes. On espère vous avoir éclairé. En tout cas, merci pour votre sens de la pédagogie et votre connaissance du sujet. Caroline Bonacossa, qu'on peut lire dans Stratégie, série de la carrière qu'on peut entendre tous les matins sur Europe 1 quand il ne prend pas peu de repos mérité et qu'on lit évidemment dans l'opinion. Merci madame, merci monsieur. Daniela Lombroso est notre prochaine invitée. Elle produit l'émission du Réveillon sur France 2. La chanson française fête le 31 et on l'accueille dans un instant sur Europe 1. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média, François Claus. Et dans Culture Média, François, on accueille Daniela Lombroso. Oui, Céline, nous sommes heureux d'accueillir celle qui fut l'une des figures iconiques de la télé des années 2000. Bonjour Daniela Lombroso. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui une productrice épanouie, toujours très impliquée dans la chanson française, votre véritable passion. Et Daniela Lombroso, c'est vous qui produisez cette grande soirée que nous propose ce soir France 2 pour passer le réveillon ensemble et fêter les 12 coups de minuit, une soirée de plus de 3 heures. Comment la définir ? Il y a du cirque, il y a de la danse, il y a du paradis latin, il y a de la chanson française, et il y a 3 jeunes femmes d'aujourd'hui pour la présenter. Exactement, c'est déjà une bonne définition. Évidemment, à la présentation, Sophie Davant, Faustine Bollard et Daphné Burki qui ont fait un travail remarquable parce qu'elles sont très très drôles, très sympathiques, en pleine forme et enthousiastes. Je crois qu'on peut parler de joie aussi, c'est un spectacle avec de la bonne humeur, mais c'est avant tout du spectacle, de la chanson, des chorégraphies, de la danse, des effets spéciaux. Tout ça tourné dans un lieu, le Cirque Paname dont on va parler dans un instant. Mais allez, on va pas dévoiler toute la soirée, mais donner une petite idée à nos auditeurs de ce que sera France 2 ce soir à partir de 21h. Ensemble, nous allons passer une super soirée. On a prévu un stock de paillettes, même sur nous. On a prévu des surprises, des tableaux de danse sublimes. Il y aura du show spectaculaire avec le Cirque de Paname qui nous accueille ce soir sous son dôme. Et de la chanson, évidemment, avec tous les artistes que vous aimez. Soprano, Vita, Slimane, Garou, Enrico Macias, Julien Clerc, Dadjou, Jean-Baptiste Guégan, Claudio Capéo, les Frangines. Mais aussi Sylvie Vartan, Iris Mittenard, Alain Souchon, Chaim, Christophe Mahé et beaucoup d'autres. Voilà pour le programme très très riche, Daniela Lombroso. Le choix de 3 présentatrices emblématiques de France 2 est évidemment un choix, j'allais dire d'époque.
C'est un choix qui me semble surtout très légitime, hein, puisqu'elles sont les stars de France 2 aujourd'hui. Elles sont présentes dans les foyers tous les jours. Sophie est une animatrice qui n'a plus à prouver sa légitimité depuis 30 ans et qui est absolument géniale. Faustine a son grain de folie qu'on adore. Enfin, plutôt Daphné a son grain de folie qu'on adore, pardon. Et c'est un peu comme mes enfants, je confonds les noms, en fait, les prénoms. Et elles ont été super, quoi. Elles sont géniales. Mais ce qui est formidable dans ce spectacle, c'est la programmation que vous avez entendue, tous les artistes, mais c'est que tous les artistes se prêtent au jeu de faire quelque chose de différent de ce qu'ils font d'habitude. C'est-à-dire que notre spécialité, c'est quand même de créer des trios, des duos, des hommages qui sont assez exceptionnels et qu'en général on n'oublie pas, puisqu'on voit encore circuler beaucoup certains des moments inoubliables qu'on a pu créer dans des émissions comme le duo Johnny Aznavour, par exemple, qui avait chanté sur ma vie et qu'on voit circuler beaucoup. Et qui reste un moment d'histoire. Et je vous propose d'écouter, par exemple. Et là, on a créé encore des moments d'histoire, en fait. C'est ça que je voulais vous dire. En voilà un. Allez, vous ne vous en voudrez pas de gâcher le plaisir de ce soir. C'est juste un avant-goût, une mise en bouche, on va dire, avant la soirée, quand un rappeur rend hommage à Céline Dion. Oui, Céline Dion. Il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on changeait les choses un peu, rien qu'en aimant donner, s'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, je ferais de ce monde un rêve, une éternité. Étonnant, effectivement, Daniela Lambroso. Hein, on a reconnu Dadju qui a 1 milliard de vues sur les réseaux et qui est l'idole aujourd'hui des adolescents et des adolescentes. Et puis, il y a aussi des tableaux sur les différentes décennies, puisque là, on change de décennie, on passe en 2020. Donc, on a des tableaux sur les années 60, 70, 80 et 90. Pour vous donner un exemple, dans les années 60, on a créé quelque chose qui est assez magique et qui est à la fois surprenant et très joli, en fait. C'est Clara Luciani, qui est aujourd'hui la personnalité, la chanteuse de l'année, de la nouvelle génération, avec Élodie Frégé et Sylvie Vartan, qui depuis 60 continue un parcours sans faute. Et ensemble, ces trois... 9h, 11h, Europe 1 Culture Média, François Claus. Et dans Culture Média, François, on accueille Daniela Lambroso. Oui, Céline, nous sommes heureux d'accueillir celle qui fut l'une des figures iconiques de la télé des années 2000. Bonjour Daniela Lambroso. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui une productrice épanouie, toujours très impliquée dans la chanson française, votre véritable passion. Et Daniela Lambroso, c'est vous qui produisez cette grande soirée que nous propose ce soir France 2 pour passer le réveillon ensemble et fêter les 12 coups de minuit, une soirée de plus de 3 heures. Comment la définir ? Il y a du cirque, il y a de la danse, il y a du paradis latin, il y a de la chanson française, et il y a 3 jeunes femmes d'aujourd'hui pour la présenter. Exactement, c'est déjà une bonne définition. Évidemment, à la présentation, Sophie Davant, Faustine Bollard et Daphné Burki qui ont fait un travail remarquable parce qu'elles sont très très drôles, très sympathiques, en pleine forme et enthousiastes. Je crois qu'on peut parler de joie aussi, c'est un spectacle avec de la bonne humeur, mais c'est avant tout du spectacle, de la chanson, des chorégraphies, de la danse, des effets spéciaux. Tout ça tourné dans un lieu, le Cirque Paname, dont on va parler dans un instant. Mais allez, on va pas dévoiler toute la soirée, mais donner une petite idée à nos auditeurs de ce que sera France 2 ce soir à partir de 21h. Ensemble, nous allons passer une super soirée. On a prévu un stock de paillettes, même sur nous. On a prévu des surprises, des tableaux de danse sublimes. Il y aura du show spectaculaire avec le Cirque de Paname qui nous accueille ce soir sous son dôme. Et de la chanson, évidemment, avec tous les artistes que vous aimez. Soprano, Vita, Slimane, Garou, Enrico Macias, Julien Clerc, Dadju, Jean-Baptiste Guégan, Claudio Capéo, les Frangines. Mais aussi Sylvie Vartan, Iris Mittenard, Alain Souchon, Chaim, Christophe Mahé et beaucoup d'autres. Voilà pour le programme très très riche, Daniela Lambroso. Le choix de 3 présentatrices emblématiques de France 2 est évidemment un choix, j'allais dire d'époque.
C'est un choix qui me semble surtout très légitime, puisqu'elles sont les stars de France 2 aujourd'hui. Elles sont présentes dans les foyers tous les jours. Sophie est une animatrice qui n'a plus à prouver sa légitimité depuis 30 ans et qui est absolument géniale. Faustine a son grain de folie qu'on adore. Enfin, plutôt Daphné a son grain de folie qu'on adore, pardon. Et c'est un peu comme mes enfants, je confonds les noms, en fait, les prénoms. Et elles ont été super, quoi. Elles sont géniales. Mais ce qui est formidable dans ce spectacle, c'est la programmation que vous avez entendue, tous les artistes, mais c'est que tous les artistes se prêtent au jeu de faire quelque chose de différent de ce qu'ils font d'habitude. C'est-à-dire que notre spécialité, c'est quand même de créer des trios, des duos, des hommages qui sont assez exceptionnels et qu'en général on n'oublie pas, puisqu'on voit encore circuler beaucoup certains des moments inoubliables qu'on a pu créer dans des émissions comme le duo Johnny Aznavour, par exemple, qui avait chanté sur Ma Vie et qu'on voit circuler beaucoup sur le net. Qui reste un moment d'histoire. Et je vous propose d'écouter, par exemple... Et là, on a créé encore des moments d'histoire, en fait. C'est ça que je voulais vous dire. En voilà un. Allez, vous ne vous en voudrez pas de gâcher le plaisir de ce soir. C'est juste un avant-goût, une mise en bouche, on va dire, avant la soirée, quand un rappeur rend hommage à Céline Dion. Oui, Céline Dion. Il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on changeait les choses un peu, rien qu'en des moments donnés, s'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, je ferais de ce monde un rêve, une éternité. Étonnant, effectivement, Daniela Lambroso. On a Dadju qui a 1 milliard de vues sur les réseaux et qui est l'idole aujourd'hui des adolescents et des adolescentes. Et puis, il y a aussi des tableaux sur les différentes décennies, puisque là, on change de décennie, on passe en 2020. Donc, on a des tableaux sur les années 60, 70, 80 et 90. Pour vous donner un exemple, dans les années 60, on a créé quelque chose qui est assez magique et qui est à la fois surprenant et très joli, en fait. C'est Clara Luciani, qui est aujourd'hui la personnalité, la chanteuse de l'année, de la nouvelle génération, avec Élodie Frégé et Sylvie Vartan, qui depuis 60 continue un parcours sans faute. Et ensemble, ces trois femmes, c'est d'une beauté, c'est absolument un grand moment avec des frissons. Restez bien avec nous, Daniela Lambroso.